Dans un instant, vous allez entendre une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, mardi 2 avril 2019, avec le sociologue et philosophe Didier Héribon, autour de son ouvrage écrit sur la psychanalyse, paru chez Fayard. Bien, nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette rencontre et bonjour Didier Héribon et merci d'être avec nous. On est très heureux de vous accueillir pour une conversation autour de votre dernier ouvrage, donc écrit sur la psychanalyse, paru chez Fayard dans la collection À venir. Alors, je rappelle que vous êtes sociologue et philosophe, que de 2009 à 2017, vous avez enseigné à l'université d'Amiens, que vous êtes visiting professeur à Berkeley, à Cambridge, au King's College, et à l'université de Valence en Espagne. Et vous êtes Montgomery Fellow à Dartmouth College. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, dont un, moi personnellement, qui m'a beaucoup marqué, qui est Retour à Reims, paru chez Fayard en 2009 et réédité dans la collection Champs, une dernière édition d'ailleurs en 2018 avec une nouvelle préface. Il a été publié en collection de poche, oui, c'est ça. Un an après la première édition. Et il est sorti récemment avec une sorte de prologue par Édouard Louis, puisque c'est une collection où un auteur présente un livre qui a été important pour lui et l'éditrice en l'occurrence a demandé à Édouard Louis de, s'il voulait bien le faire, et évidemment il voulait bien le faire. Vous êtes l'auteur aussi d'une morale de minoritaire, variation sur un thème de Jean Genet, je le cite parce que Genet occupe une place importante dans ce dernier ouvrage aussi, les réflexions sur la question gay, donc retour sur le retour à Reims, et échapper à la psychanalyse chez Léo Cher, hérésie, et donc Michel Foucault et ses contemporains, et faut-il brûler du Mésil? Là, vous remontez dans le... Oui, je remonte dans le temps parce que là aussi, oui. Dumézil est convoqué, si je puis dire, dans ce dernier ouvrage. Alors, cet ouvrage, il s'agit de 3 conférences qui ont pour titre la première « Échapper à la psychanalyse ». En fait, « Échapper à la psychanalyse », c'est le petit livre que vous avez mentionné tout à l'heure, chez Léo Cher, qui est sorti en 2005, je crois, dont je donne ici une version un peu actualisée, un peu remaniée, avec quelques ajouts et quelques remarques supplémentaires. Comme je voulais faire cette nouvelle édition, j'en ai profité pour rassembler une série de textes, donc 3 conférences qui étaient inédites, plus une 4e qui porte sur... Là, je fais votre travail. non, mais vous, poursuivez. Plus une 4e qui était dans un colloque sur Foucault à Athènes et qui, comme dans ma lecture, Foucault est une œuvre radicalement anti-psychanalytique et propose une théorie alternative à la théorie psychanalytique qui était parue en grec dans une revue grecque mais que je n'avais pas publiée en français. Je l'ai intégrée dans ce volume. Donc ça fait un panorama, disons, plus général de mes écrits concernant la psychanalyse que le volume lui-même qui s'appelait « Échapper à la psychanalyse ». La thématique d'ensemble étant quand même, en effet, la nécessité, à mes yeux, d'échapper à la psychanalyse. Voilà. C'est justement, je dirais, le fil rouge de ces conférences. Donc, je dirais, psychanalyse partout. Je ne vais pas ajouter justice nulle part. On pourrait dire ça, oui. Mais effectivement... justice sociale, justice culturelle, absolument. Justice légale, partout, oui. Justement, c'est un peu la thématique générale de ces 3 conférences. Effectivement, vous dites, si la psychanalyse est partout, la question qui se pose, c'est comment en sortir ? Je n'ai pas la réponse à la question. Sur le constat que la psychanalyse est partout. Dès mes premiers livres
Mon premier livre était une biographie de Michel Foucault que j'ai publiée presque dans une autre vie, c'était en 89, donc il y a 30 ans, qui était déjà, on peut dire, une mise en question de la psychanalyse, parce que comme je viens de le dire, Foucault, je suis désolé, j'ai une laryngite, vous devez l'entendre, j'essaie d'articuler, mais j'ai... Comme on dit dans les classes, est-ce qu'au fond, vous entendez bien? Parfait. Donc ce premier livre était une mise en question de la psychanalyse, parce que j'essayais de retracer le parcours de Foucault, personnel, intellectuel, politique, et il me semblait qu'il s'agissait du début à la fin d'une mise en question radicale de la psychanalyse et disons plus généralement de l'ordre psychanalytique, de l'ordre social et de l'ordre sexuel tel que la psychanalyse le soutient, le fonde, contribue à le perpétuer. Donc ça, c'était ce premier livre de 89. Tous les livres que j'ai publiés par la suite, notamment celui qui s'appelle Une morale du minoritaire et qui est une relecture de Jean Genet. Je trouve que Jean Genet est un grand théoricien. Les grands écrivains sont souvent des grands théoriciens. Et chez Jean Genet, il y a toute une théorie de la honte. Qu'est-ce que c'est qu'un individu minoritaire? Comment vivre dans le monde social quand vous êtes minoritaire, que tout l'ordre social vous inscrit la honte dans votre tête, dans votre corps? Et donc, j'avais fait cette relecture de Genet. Évidemment, dans ce livre, il y a 100 pages sur la psychanalyse, notamment sur la psychanalyse lacanienne, où c'est un peu, si vous voulez, Genet contre Lacan, avec évidemment une admiration pour Genet, et une profonde détestation pour Lacan. Donc, quand Genet contre Lacan, bon, je n'hésite pas un instant entre l'un et l'autre. Mais le livre que vous avez mentionné tout à l'heure, Retour à Reims, qui est paru en 2009, était aussi un livre non psychanalytique, puisque c'est un retour dans ma famille, dans mon milieu d'enfance, etc. Mais c'est un retour non psychanalytique. Et je ne parlais pas de la psychanalyse jusqu'au moment où, quand je l'écrivais, je dînais avec des amis, un ami dont la femme est psychanalyste. Sa femme était là, il m'a dit, mais puisque tu écris après avoir écrit Échapper à la psychanalyse en 2005, maintenant que tu écris sur tes parents, tu vas bien être obligé de parler de l'Oedipe, de la castration. Ça ne m'avait même pas effleuré l'esprit. Ma pensée se développe tellement en dehors des cadres de la psychanalyse que je n'avais pas du tout pensé à ça. Et donc j'ai fait une ou deux pages pour dire que ce livre, qui était résolument non psychanalytique, parce que dès qu'on invoque la psychanalyse pour comprendre les phénomènes dont je voulais parler, dont je voulais rendre compte, à savoir les problèmes entre les parents et les enfants, à partir d'une approche sociale, dès qu'on invoque la psychanalyse, on individualise et on universalise, c'est-à-dire c'est les grilles d'analyse qui sont valables pour tout le monde, le père, la mère, l'Oedipe, etc., le papa, la maman, les enfants, qui sont valables pour tout le monde, le complexe d'Oedipe, la castration, le phallus, c'est tout ça. Donc on universalise et on individualise, c'est l'individu dans son rapport à son père, à sa mère, à sa famille. Or, moi, je voulais désindividualiser et collectiviser, et désuniversaliser en même temps pour collectiviser, c'est-à-dire faire une approche sociale, historique, sociale, sociologique, politique des problèmes que je voulais poser en termes de classe sociale. Et je proposais par exemple, en me référant à une phrase de l'écrivain autrichien Thomas Bernhard, où il dit « le système scolaire, c'est les entrailles de la société », je me posais la question, au fond, il faut remplacer le complexe d'Oedipe par le système scolaire, et les rapports conflictuels entre les enfants et les parents viennent souvent du fait que, c'est le cas beaucoup aujourd'hui, les enfants, notamment des classes populaires, fréquentent le système scolaire beaucoup plus longtemps que ne l'ont fait leurs parents. Et c'est cette fréquentation différentielle du système scolaire qui produit des difficultés, puisque fréquenter plus longuement le système scolaire, c'est avoir accès au temps libre pendant qu'on est lycéen ou étudiant, avoir accès à la culture, même si on ne reste pas longtemps dans les études supérieures. C'est un rapport au langage, à la culture, à la politique, tout à fait différent. Et si moi j'analyse mes rapports avec mes parents, ça ne se laisse pas interpréter en termes de complexe d'Oedipe, mais en termes de la classe sociale à laquelle appartenaient mes parents, la classe sociale dans laquelle je suis né, et l'écart qui s'est produit ensuite, puisque j'ai suivi un parcours qui m'éloignait de ce milieu social. Donc c'est le rapport à l'école, à l'éducation, à la culture, et donc un ensemble de difficultés, qu'on ne parle plus la même langue, si vous voulez. Et donc, pour écrire Retour à Reims, il me fallait échapper
à la psychanalyse et à ces cadres conceptuels qui s'imposent à vous, même quand vous voulez pas en parler. Il y a toujours quelqu'un qui vous dit « Ah, mais c'est le complexe d'Oedipe, ah, mais c'est la castration, ah, mais c'est ceci, ah, mais c'est cela ». Parce que tout à l'heure, vous disiez « psychanalyse partout, justice nulle part ». Un des problèmes que je m'étais posé quand je réfléchissais à tout ça, enfin, je n'ai jamais aimé la psychanalyse, on y reviendra tout à l'heure, mais un des problèmes que je m'étais posé, c'est la psychanalyse est de fait partout. Quand vous voyez les commissions parlementaires font des auditions, quand ils faisaient par exemple commission au Sénat, à l'Assemblée nationale, pour savoir s'il fallait ou pas faire le Pacs. Et qui était invité à parler? Les représentants des religions et les psychanalystes, qui tous ensemble d'ailleurs, les représentants des religions et les psychanalystes, communiaient dans l'affirmation horrifiée que c'était impossible, non seulement impossible, mais impensable. Puis le mariage pour tous, puis l'adoption, l'homoparenté, c'était impossible et impensable. Et donc je me suis dit, mais que vont faire les psychanalystes dans les commissions parlementaires pour dire ce que moi, nous pouvons faire ou pas, quels droits nous pouvons avoir, et qui sont-ils, au nom de quel est leur savoir qui leur permet de vouloir ainsi légiférer sur la vie des autres, en tant qu'expert de la vie des autres. J'ai une volonté comme ça de déconstruire le savoir analytique comme un geste d'autodéfense pour dire ce qui se présente comme un savoir n'est pas un savoir, c'est une idéologie conservatrice, réactionnaire, violente, puisque des textes des psychanalystes sont souvent extravagants de violence contre toutes les vies dissidentes, minoritaires. Vous lisez les revues de psychanalyse, on dit des choses du genre la psychanalyse n'accepte pas l'éthique du célibataire. On a le droit de ne pas être célibataire, mais on a le droit de l'être. Je ne vois pas pourquoi la psychanalyse vient se mêler de ça. Ils ont une représentation de ce que doit être la vie sexuelle, ou n'acceptent pas les sexless, ceux qui ne veulent pas avoir de sexe. Je ne me range pas dans cette catégorie, mais si des gens ne veulent pas avoir de sexe, avoir des rapports sexuels, vraiment pas. Au nom de quoi on viendrait leur dire qu'ils devraient en avoir s'ils n'ont pas envie? La psychanalyse m'est donc apparue comme une discipline injonctive, normative, normalisatrice, jugeante. À ce propos, le grand Jacques, si je puis dire, Lacan, pour ne pas le citer, dans vos ouvrages, comme on dit, il en prend pour son grade. Oui, parce que je distingue Freud et Lacan. Disons, Freud était un très grand penseur. Quand on relit des textes aujourd'hui, enfin, ça me semble souvent totalement farfelu. Il y a des choses que je trouve saugrenues. Mais il a essayé de penser des choses. Par exemple, il a été insulté par tous les conservateurs parce qu'il parlait de la sexualité des enfants, par exemple, ou parce qu'il mettait la sexualité au centre des existences, un peu trop à mon goût. Mais enfin, il faisait ça et il essayait d'interpréter le monde à partir de ces questions de sexualité. Et ça a pu apparaître pour beaucoup de gens, des féministes, des anarchistes, des gays, des lesbiennes, ça a pu apparaître pour beaucoup de gens dissidents de l'ordre social ou sexuel comme une innovation émancipatrice. Des gens se sont reconnus dans ce geste-là. Notamment Jean Genet, par exemple. Jean Genet, qui, dans un de ses tout premiers textes, fait l'éloge de Freud, qui libère de la morale dominante. Les gens allaient chercher chez Nietzsche ou chez Freud une sorte de libération par rapport à la morale dominante. Bon, si vous lisez certains livres de Freud, il y en a un que je commente dans un de mes tout derniers livres qui s'appelle « La société comme verdict ». Je commente un texte de Freud qui est un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, qui me semble totalement absurde, où il se pose la question pourquoi Léonard de Vinci a peint la Vierge et Sainte Anne avec l'enfant Jésus. Et il dit c'est parce que Léonard de Vinci avait deux mères, sa mère biologique et la mère qui l'a élevé. Or, des historiens de l'art, Ernst Gombrich, ont fait remarquer que s'il avait peint la Vierge avec Sainte Anne, c'est parce que Sainte Anne était la sainte patronne de Florence et que ce tableau était une commande de la ville de Florence. Et donc, quand on écrit sur l'histoire de l'art, il faut se préoccuper de l'histoire de l'art, parce qu'il y a à l'époque où Léonard de Vinci peignait, les peintres peignaient à la commande. Et donc, il y avait eu des traditions avant lui de la Vierge avec Sainte Anne. Et Léonard de Vinci essaie de faire mieux que ceux qui l'avaient fait avant lui. Et donc, il faut faire une histoire des techniques picturales, de l'invention de la création picturale, comment il essayait de dépasser ses prédécesseurs sur le même thème, même type de tableau avec les mêmes personnages. Et si on oublie tout ça, la commande, l'espèce d'invention technique où on essaie de dépasser ses prédécesseurs, c'est-à-dire si on oublie l'histoire de l'art pour commenter un tableau, on passe à côté de l'essentiel et on
on fait une interprétation, à mes yeux, farfelue. Et dans beaucoup de textes de Freud, il y a des choses comme ça. Quand on dit psychanalyse partout, vous savez, dès que quelqu'un fait un lapsus, on dit lapsus révélateur. Vous savez, quand vous êtes fatigué, vous trompez de mots, c'est un lapsus révélateur de votre fatigue, c'est tout. Il n'y a pas à aller chercher votre mère, votre père, ou je ne sais pas quoi. Freud, je crois, a dit des choses complètement fausses, mais il a essayé de penser des choses nouvelles. Lacan me semble être une fermeture par rapport à Freud. D'un seul coup, il ramène la norme. Le grand problème de Lacan, dès le milieu des années 30, ça a été le féminisme. Le féminisme qui, à ses yeux, mettait en péril, menaçait l'ordre social parce que les femmes, avec leurs revendications, destituaient l'homme de sa prééminence dans la famille, c'est-à-dire le père de famille, la figure du pater familias, destituer l'homme de sa prééminence, de sa prédominance dans la société. Et le grand traumatisme de Lacan, c'est la revendication du droit de vote des femmes au moment du Front populaire, c'est le phénomène des garçonnes dans les années 20, qui a été un traumatisme pour la culture de son époque, et Lacan est prisonnier de la culture de son époque et de ses valeurs. Pour lui, la femme émancipée, c'est la fin de tout. Et donc, toute son œuvre, dès les années 30, vise à essayer de restaurer la prédominance de l'homme et du père contre celles qu'il appelle les femmes qui portent culotte, ou les femmes qui tiennent les cordons de la bourse. Donc, toute l'œuvre de Lacan, jusqu'à la fin, du début à la fin, peut s'interpréter comme une sorte de résistance à l'émancipation, fût-elle partielle. Il parle de dévirilisation de la société. Oui, les revendications féministes, à ses yeux, contribuent à la perte des valeurs masculines. Ce qu'il appelle en effet la dévirilisation de la société, dévirilisation générale. C'est pour ça que son premier texte analyse l'homosexualité masculine. Son fameux texte de 1936 sur les complexes familiaux, c'est un texte où il dit on va prendre comme exemple les homosexuels masculins. Parce que lui, quand des hommes deviennent homosexuels, sont homosexuels, pour lui, il faut l'expliquer. Pourquoi vouloir l'expliquer? Déjà, ce choix en dit long. Son explication, c'est que les hommes deviennent homosexuels, les jeunes hommes deviennent homosexuels, quand la mère, dans le couple, a fait la loi au père. Ce qui veut dire situation atypique, dit-il, ou il veut dire anormale, où c'est le père qui devrait faire la loi à la mère. Et donc, quand l'Oedipe est inversé, que c'est la mère qui fait la loi au père, la femme forte, la femme qui usurpe le rôle qui ne devrait pas être le sien dans la famille, la femme qui porte culotte, les hommes deviennent homosexuels, c'est-à-dire efféminés. Alors déjà, le présupposé qu'un homme homosexuel est efféminé. Je connais des hommes homosexuels très efféminés, je connais des hommes homosexuels qui ne le sont pas du tout, qui même surjouent une masculinité. Quand on est psychanalyste, on devrait s'intéresser à l'espèce d'éventail extrêmement large des possibles qu'il aurait dû avoir sous les yeux dans sa propre société. Et donc, il y a tous ces présupposés comme ça. Et il dit, je m'intéresse à l'homosexualité masculine pour comprendre comment s'opère plus généralement la dévirilisation des hommes, même quand ils ne sont pas homosexuels, ils ne sont plus virils. C'est parce que les femmes, en gros, les femmes prennent le pouvoir dans la société. Il dit qu'il faut s'opposer aux luttes sociales de notre époque. Les luttes sociales, c'est évidemment le féminisme. Alors, évidemment, c'est un problème parce que toute sa préoccupation, dans des textes plus tardifs, il dirait qu'il faut rappeler que l'homme est du côté de la culture, du symbolique, du langage, donc de la politique, de l'espace public. La femme est du côté de la nature, c'est-à-dire du soin, du foyer, de la sphère privée. Donc vous avez les hommes, c'est la sphère publique, le langage, la culture, et les femmes, le foyer, le privé, le soin, c'est-à-dire s'occuper des enfants. Les hommes vont travailler, font de la politique, et les femmes restent à la maison pour s'occuper des enfants. Et ça, c'est des textes des années 60 quand même. Vous voyez à quel point Lacan a tenté de résister aux transformations sociales qui sont les avancées produites par le mouvement féministe, et puis les avancées, ses disciples aujourd'hui essaient de résister aux avancées que produisent ou essaient de produire les mouvements gays et lesbiens. Ils se sont opposés au Pax, au mariage pour tous, à l'adoption, et aujourd'hui s'opposent à la PMA en disant un enfant a besoin d'un père et d'une mère. À chaque fois, ils reviennent à cette idée, même quand ils sont obligés
de reculer comme ça. C'est comme une armée qui recule et qui trouve le dernier point de résistance qui est la référence biologique au père et à la mère dans l'adoption. Vous savez, ils étaient même à s'opposer quand il y a quelques années, le gouvernement socialiste, qui pour une fois faisait quelque chose de bien, allait autoriser la transmission du nom par la mère et non plus seulement par le père. Les psychanalystes s'y sont opposés, Lacanien notamment, en disant la mère transmet la vie, le père transmet le nom, donne le nom. Pourquoi? Si la mère transmet la vie, elle pourrait aussi bien donner le nom aussi. Ils ont comme ça des sortes de principes qui veut dire que pour eux, il y a nécessairement une polarité, le père et la mère, avec des rôles très différents, des fonctions très différentes dans cette polarité. Le père, c'est le nom, c'est-à-dire le langage, la culture, et la mère, c'est la vie, c'est-à-dire la nature, les enfants, etc. Donc, même quand ils s'opposent à la transmission du matronyme, en l'occurrence, du nom de famille par la mère, c'est toujours cette même idée d'une polarité sexuelle, le père et la mère, ce qui veut dire que pour les couples de femmes, les couples d'hommes, pour les femmes célibataires, etc., qui n'ont pas envie d'avoir un homme dans leur vie, c'est comme si tous ces gens étaient des anomalies de la culture et de la vie sociale. Mais tous ces gens avaient quand même beaucoup de monde. Et donc, ça fait beaucoup d'anomalies. Et si une doctrine comme la psychanalyse ne peut pas rendre compte de la vie des gens, puisque c'est héroïquement ce qu'ils doivent faire, et s'ils déclarent impossible, impensable ce qu'est la vie réelle autour d'eux, ce n'est pas la vie réelle autour d'eux qu'il faut changer, c'est leur doctrine. J'en avais conclu, moi, que comme leur doctrine, je ne voyais pas comment elle allait changer, puisque vous me posiez la question que faire. Je pensais qu'il fallait tout simplement la contourner. Je ne dis pas ne pas s'en préoccuper, parce que comme elle se préoccupe de nous tous, quelle que soit la vie qu'on mène, elle se préoccupe de nous et nous dit ce que nous devons faire. On ne peut pas ne pas s'en préoccuper, mais la contourner et y échapper à ces verdicts de la manière la plus libre possible, autant qu'on puisse le faire. Effectivement, les psychanalystes vont être embêtés parce que quand il va y avoir parent 1 et parent 2, ça va poser peut-être quelques questions. Dans ces 3 exposés, vous évoquez et vous convoquez en quelque sorte des personnes qui ont quand même, à travers l'histoire, le tableau que vous dressez, tenté de résister en quelque sorte. Il y en a 2 qui sont très importants à vos yeux, mais il y en a d'autres sur lesquels on pourra revenir. C'est Barthes, à travers y compris Fragment d'un discours amoureux, et Foucault. Est-ce que vous pourriez un peu évoquer, développer cet aspect-là? En fait, le petit livre qui s'appelait « Échapper à la psychanalyse », qui constitue à peu près un tiers de ce volume, dans une version dans une version remaniée, c'était au départ une relecture de fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Et on m'avait invité, c'était à Bruxelles, je crois, on m'avait invité à un colloque sur l'amour. Un an avant, j'avais accepté, puis 15 jours avant le colloque, je me disais, pourquoi j'ai accepté ça? Qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce que j'ai à dire sur l'amour? Enfin, j'ai des choses à dire sur l'amour, mais pas dans le cadre d'un colloque. Donc, je me disais, qu'est-ce que je vais raconter? Donc, je me suis mis à relire des textes sur l'amour, un texte de Sartre, des textes de Lacan, et surtout, bien sûr, fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Et j'étais très, très, très frappé que tout le dispositif de Barthes consistait à essayer d'échapper à la psychanalyse. Par exemple, on ne sait pas s'il il y a il, c'est quelqu'un qui parle de il, son amoureux. On ne sait pas si il c'est l'objet aimé. Il, l'objet aimé, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Ce qui fait que si vous ne savez pas si c'est un homme et une femme, 2 hommes, 2 femmes, ou un homme, une personne transgenre, on ne sait pas. Et une sorte de suspension de la possibilité interprétative psychanalytique, puisque vous ne savez pas qui sont les protagonistes de la relation. Et c'était très, très, très frappant. Barthes écrivait un peu dans une situation où le freudo-marxisme des années 70, qui était comme ça une sorte d'idéologie répandue chez les gauchistes, dans les mouvements d'extrême gauche, la gauche radicale intellectuelle, pour qui la sentimentalité, l'amour, c'était des choses petites bourgeoises, dépassées, ridicules, et qu'il fallait se débarrasser de ça. Et Barthes résiste à cette injonction de l'idéologie de la libération sexuelle, du freudo-marxisme, etc. Et il dit, aujourd'hui, on peut parler de sa sexualité, il n'y a plus de tabou, plus de censure, mais on n'a pas le droit de parler d'amour.
Et Fragment d'un discours amoureux, c'est un geste de résistance à l'ère du temps, de son milieu, où parler d'amour était, dit-il, devenu obscène. Ce qui est obscène, c'est l'amour, c'est plus la sexualité. Il y a même une injonction à parler de sa sexualité, à condition de ne plus être amoureux, comme sentiment qui est, c'est l'ordre bourgeois, la famille bourgeoise, valeurs bourgeoises, etc. Et lui, il est plus âgé que les jeunes gens, ses disciples, etc., qui tiennent ce discours, et il est amoureux, il a envie de le dire. Et donc, dans Fragment d'un discours amoureux, c'est une sorte de résistance à cette ère du temps de l'idéologie freudo-marxisme. Et dans beaucoup d'interviews, on lui pose la question, quand vous dites l'imaginaire amoureux, est-ce que cet imaginaire a un rapport avec l'imaginaire chez Lacan? Il dit, ah oui, bien sûr, mais je fais quelque chose de tout à fait particulier de l'imaginaire par rapport à Lacan, c'est que chez Lacan, il y a la triade, le réel, l'imaginaire, le symbolique, et moi je privilégie l'imaginaire, qui est toujours le parent pauvre de la triade chez Lacan, qui privilégie toujours évidemment le symbolique, c'est-à-dire l'ordre signifiant, qui assigne des positions et des normes à la vie psychique et donc à la vie sociale. Et donc c'est la même chose, sauf que désindexé de cette triade lacanienne, l'imaginaire fait exploser la triade lacanienne. S'il n'y a plus que l'imaginaire, c'est la liberté, on fait ce qu'on veut et on se joue des normes, des exigences, des contraintes, notamment les contraintes de la norme sexuelle. Et donc, j'étais très frappé par ça. Et je me suis souvenu que, ayant écrit beaucoup sur Foucault, son livre de 76, c'est-à-dire, il sort en décembre 76, le premier volume de son Histoire de la sexualité, Fragment d'un discours amoureux de Barthes, c'est janvier 77, donc à 2 mois de différence, Foucault publie son premier volume de l'Histoire de la sexualité, La volonté de savoir, où il se moque de l'idéologie de la libération sexuelle, du freudo-marxisme, c'est-à-dire Herbert Marcuse, Wilhelm Reich, etc., qui, dit-il, nous promettent la libération, à demain le bon sexe, et qui prennent la pose du révolutionnaire en disant « moi je lève les tabous, je parle de ma sexualité ». Et Foucault dit, en faisant ça, ils se croient révolutionnaires, je résume, ils se croient révolutionnaires, mais ne font que reproduire 3 siècles de confession chrétienne. Et au fond, en gros, du confessionnal au divan, il n'y a, comme Blanchot le résumera, il n'y a que le parcours de 3 siècles. Et donc, une attaque radicale contre ceux qui se prétendaient révolutionnaires, une résistance comme ça, et c'est exactement la même cible. Et je me disais, c'est deux hommes gays qui ont eu beaucoup de difficultés avec leur homosexualité, des hommes gays de générations différentes, qui résistent à une sorte d'injonction à considérer que la sexualité, c'est libérateur, etc. Bon, après, ils changeront un petit peu, mais à ce moment-là, ils avaient besoin de ça. Et donc, je me suis dit, les deux résistent au freudo-marxisme et à l'idéologie marcusienne de la libération sexuelle. Mais en même temps, les deux, et le disent tous les deux, résistent à la psychanalyse en général et au lacanisme en particulier. Barthes, le cours qui prépare Fragment d'un discours amoureux, le séminaire a été publié il y a quelques années, c'est un gros volume, c'est passionnant les séminaires de Barthes, et la première année c'est Lacan, la psychanalyse, la castration, blabla, et la deuxième année il dit « Oh, j'étais saoulé de vocabulaire lacanien et je vais maintenant parler de Nietzsche et de Deleuze. » En gros, dans un entretien, il dit « Je citais Lacan parce que c'est ce qu'attendaient les gens qui assistaient à mon séminaire. » Et puis d'un seul coup, il se libère de cette imposition de problématiques qui lui venait de ceux qui assistaient à son séminaire. C'est bizarre, les gens venaient à son séminaire, ils étaient dépendants des gens qui assistaient au séminaire. C'est suivre pour être suivi. Et quelqu'un comme Barthes, qui était quelqu'un d'assez éminent, pour plaire à ses auditeurs, parle le langage qu'ils attendent jusqu'au moment où il s'en émancipe. Parce que c'est sa vie qui est en question. Il est un homme gay amoureux et il ne veut pas qu'on lui dise castration. Et il dit la psychanalyse n'aime pas l'amour, la psychanalyse n'aime pas le désir, la psychanalyse... Il aurait pu dire la psychanalyse n'aime pas l'homosexualité, mais ça, il le dit aussi dans quelques passages, pas dans le livre, mais dans quelques passages du séminaire préparatoire au livre. Et donc, il y a chez Barthes cette résistance à la psychanalyse qui est vraiment, je trouve, quelque chose de très beau. On voit dans le séminaire et puis dans le livre qui en est issu, on voit comment il élabore cette résistance à ça. Foucault est plus théoricien, donc c'est moins par petites touches comme ça. Foucault est plus théoricien, plus philosophe, donc c'est plus élaboré, plus construit. Mais chez Foucault, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui résiste à des gens qui jugent sa vie et qui veulent lui dire que sa vie, en gros, c'est pas bien.
Didier Héribon à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mardi 2 avril 2019, pour son livre Écrit sur la psychanalyse aux éditions Fayard. C'est quelque part pour, que ce soit Barthes d'ailleurs ou Foucault, cette idée que c'est l'exercice de soi qui prend le pas. Mais c'est aussi lié, je crois, et vous le dites un peu dans ce livre, il y a aussi pour toute une série de personnages et d'auteurs que vous convoquez là aussi, il y a avant 68 et il y a après 68, avec y compris tout le débat autour du structuralisme notamment. Est-ce que vous pourriez développer là-dessus ? Il y a avant et après 68, bien sûr. 68 a été un moment marquant de rupture. Mais je dirais que dès qu'on regarde un petit peu, il y a des gens qui ont précédé ce qui s'est passé en mai 68. Sartre, qui a publié Saint-Genès en 1952, et quelqu'un du statut de Sartre qui écrit 600 pages sur Jean Genet pour faire un livre somptueux, enfin vraiment un des plus grands livres que j'ai lus de ma vie, et qui fait entrer dans la réflexion philosophique un écrivain comme Genet, tous les problèmes qui sont posés par Genet, de qu'est-ce que c'est que l'individu, qu'est-ce que c'est que la personne, qu'est-ce que c'est que l'affect, qu'est-ce que c'est que l'homosexualité. Après, évidemment, quand je dis c'est un livre somptueux, c'est un livre de 52, évidemment, il est daté comme tous les livres, on peut le critiquer, tout livre est, même si magnifique qu'il puisse être, tout livre est critiquable, discutable, dépassable, mais Sartre fait ça. Simone de Beauvoir, en 1949, c'est-à-dire 3 ans avant le Saint-Genès de Sartre, publie Le deuxième sexe, qui se réfère beaucoup à la psychanalyse, enfin beaucoup, elle se réfère un peu à la psychanalyse, mais c'est quand même mise en question de la psychanalyse, parce que précisément contre la psychanalyse, elle affirme qu'il faut en finir avec la place seconde des femmes dans la société, et elle exhorte les femmes à dire « nous », c'est-à-dire à se mobiliser en tant que femmes. Toute la préface du livre, c'est « pourquoi les ouvriers disent « nous », les Noirs aux États-Unis disent « nous », les Juifs disent « nous », pourquoi il y a des mouvements d'affirmation où les individus se constituent comme des groupes qui s'affirment à travers un « nous », la constitution d'un « nous », et dit pourquoi les femmes ne disent-elles pas « nous ». Et c'est une belle question. Alors, c'est pas tout à fait vrai, il y avait déjà des mouvements de femmes avant le deuxième sexe de Beauvoir, mais une fois que la question est posée en ces termes, les conditions d'un mouvement féministe peuvent émerger. Donc, il y a des gens qui ont, on peut dire, écrit avant 68 sur l'homosexualité, sur les femmes, sur la dissidence sexuelle, sur les minorités, etc. Mais il est vrai que mai 68 a produit une rupture dans la mesure où c'est l'émergence d'un fort mouvement féministe très puissant. Ce ne sont plus des petits groupes de femmes qui se réunissent, mais c'est d'immenses manifestations pour le droit à l'avortement et à la contraception. Un mouvement gay et lesbien apparaît, le phare, un mouvement écologiste, ce que Foucault appelait la critiquabilité générale des sols. Critique de la justice, critique de la police, critique des institutions. Cette critiquabilité générale des institutions, des normes, c'est ce qui se cristallise en mai 68. Et dans toute la postérité de mai 68, de laquelle, je crois, nous ne sommes pas sortis, même si c'était il y a plus de 50 ans. Donc mai 68 est très important. Alors évidemment, c'est une discussion que j'ai eue avec Judith Butler à Berkeley, parce que échapper à la psychanalyse, c'était au départ une conférence que j'ai donnée à l'université de Berkeley, dont la discutante, parce que quand on fait une conférence aux États-Unis, il y a toujours quelqu'un qui la discute après. La discutante, en l'occurrence, était Judith Butler. Et elle m'avait dit, c'est pas parce qu'il est structuraliste que Lacan défend l'ordre sexuel, mais c'est parce qu'il est tout simplement réactionnaire. Mais je dis ça pour sauver Lévi-Strauss et le structuralisme, et pour distinguer Lévi-Strauss de Lacan. Pour elle, c'était le structuralisme. Pour moi, c'était le fait que Lacan, avant d'être structuraliste, était réactionnaire, et sa conversion au structuralisme a été une manière de placer ce qu'il appelait dans les années 30 les luttes sociales auxquelles il fallait s'opposer, placer des structures menacées par ces luttes sociales, le féminisme, les placer dans un ordre symbolique auquel on ne pouvait pas toucher,
puisque c'était les conditions de la culture. Si l'ordre symbolique, c'est-à-dire la polarité homme-femme, c'est la condition de l'accès au statut de sujet humain, la condition d'entrée de l'individu dans la culture, dans la société, etc. C'est ce qui précède la société. On ne peut pas transformer cet ordre symbolique. Donc, quand Lacan disait dans les années 30, il faut s'opposer aux luttes sociales pour défendre l'ordre social qui est menacé par ses revendications, c'est-à-dire la prééminence de l'homme et du père, dans les années 50, sa conversion au structuralisme consiste à mettre hors d'atteinte ce qu'il voulait défendre et protéger dans les années 30. C'est hors d'atteinte puisque c'est une structure symbolique à laquelle on ne peut pas toucher. Donc c'est ça le structuralisme de Lacan. Et donc dans cette discussion avec Judith Butler, je lui objectais que c'est elle, voulant défendre la psychanalyse et notamment Lacan, ne voulait pas voir que Lacan disait des choses qui ne se trouvaient pas du tout dans Lévi-Strauss, et des textes tout récents de Lévi-Strauss republiés dans des petits volumes posthumes. Il y a eu l'anthropologue face au monde contemporain, des conférences prononcées au Japon en 1984, je crois, où il dit « Oh, les psychanalystes, les juristes n'ont pas à s'inquiéter des revendications aujourd'hui, le couple homosexuel, la procréation médicalement assistée. » Donc, bien avant que les revendications ne s'imposent dans l'espace public et politique, Lévi-Strauss disait « On n'a pas à s'en inquiéter, les formes évoluent, celles qui sont viables perdurent, celles qui ne le sont pas disparaissent, on voit ça dans toutes les sociétés. » Et donc il y a une sorte de sagesse lévi-straussienne, d'ouverture. Pour Lévi-Strauss, la structure, c'est un système de différence et de transformation permanente. Pour Lacan, la structure, c'est une polarité à laquelle on ne peut pas toucher, qui se perpétue telle qu'elle, intangible, inatteignable. Et donc, Lacan et Lévi-Strauss, ce n'est pas la même chose. Et donc, on peut être structuraliste, et Lévi-Strauss l'était, tout en accueillant la diversité, la différence et la transformation historique. Françoise Héritier, disciple de Lacan, incarnait un lévi-straussisme plus fermé que celui de Lévi-Strauss et a dit des choses inadmissible sur les couples homosexuels et l'homoparenté en disant c'est impossible, ce sont les butoirs indépassables de la pensée humaine, avait-elle dit dans une interview, et elle s'expliquait en disant pour penser, il faut faire des différences. La différence première, celle qu'on observe, c'est la différence entre l'homme et la femme, et si on abolit cette différence, on ne pourra plus penser, donc la faculté de penser et de raisonner est mise en péril. Vous dites, quelqu'un qui fait profession de penser, qui dit des âneries pareilles, parce que la reconnaissance du couple de même sexe ne veut pas dire qu'il n'y a plus de femmes et plus d'hommes, ça veut dire qu'il y a des couples, un homme et une femme, des couples c'est deux femmes, des couples c'est deux hommes. Personne n'a dit, avec le couple de même sexe reconnu légalement, il n'y aura plus d'hommes et plus de femmes. D'ailleurs, on peut poser ces questions. La définition d'un homme et d'une femme, les biologistes remettent ça en question et des mouvements politiques transgenres les remettent en question. Mais Françoise Héritier disait des bêtises comme ça jusqu'à ce que Claude Lévi-Strauss, alarmé justement parce que sa principale disciple disait des sottises comme ça dans tous les journaux, avait fait une petite remarque dans un entretien disant « L'anthropologue peut avoir son avis personnel, mais il n'a pas à prescrire les choix que nos sociétés doivent faire. » Françoise Héritier a accusé 5 sur 5. Elle a dit je disais que ce n'était pas possible parce qu'on n'y avait pas pensé, mais maintenant qu'on y a pensé, c'est possible. Or, ce n'est pas ça du tout qu'elle avait dit. Elle avait dit que c'est les butoirs indépassables de la pensée humaine, ce qui est tout à fait autre chose. Ça veut dire que c'était impossible parce qu'impensable, parce que sinon on ne pourrait plus tout simplement penser. Et beaucoup de psychanalystes ont dit la même chose. Les enfants élevés par des couples de même sexe, dans 30 ans, un type qui s'appelle Jean-Pierre Winter, qui est un des plus grotesque. Enfin, dans 30 ans, les enfants élevés par des couples de même sexe ne sauront plus parler. Moi, je connais des enfants élevés par des couples de même sexe, pas depuis 30 ans, mais je peux vous dire, ils parlent très bien, ils parlent trop. Comme tous les enfants, ils sont comme les autres, ils sont plus... Je dirais même qu'ils sont plus... Moi, j'ai un exemple d'une petite fille qui a 13 ans maintenant. Elle est élevée par 2 mères qui vivent ensemble, et un père qui est elle voit beaucoup de gens avec ses 2 mères, elle voit beaucoup de gens avec son père, elle connaît plein de choses, plein de gens, s'intéresse à des choses très diverses, et je dirais qu'elle est plus ouverte, plus éveillée que bien des enfants.
Moi, je peux vous dire, j'ai été élevé par un couple hétérosexuel. Je ne considère pas que ça soit... Je ne veux pas généraliser le cas de mes parents, mais c'est pas un couple modèle que je recommanderais. Et quand je vois comment les enfants de mes amis sont élevés, je trouve que ces enfants ont bien de la chance. La question ici, c'est quelle est cette résistance de certaines disciplines intellectuelles? Je me souviens, j'avais parlé avec Lévi-Strauss, que je voyais... Vous savez, j'ai fait un livre d'entretien avec lui à la fin des années 80. Et on était restés amis. J'étais ami avec sa femme. Je les voyais régulièrement. Et à ce moment-là, on avait parlé de ça, et Lévi-Strauss m'avait dit, une phrase assez dévastatrice, il m'avait dit, à propos de Françoise Héritier, « Oh, Françoise, elle a bien le droit d'avoir son opinion personnelle sur ces questions. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle mêle l'anthropologie à tout ça. » Une fois que c'est dit comme ça, elle a son opinion personnelle, elle est contre, ce qui veut dire qu'elle n'est pas très ouverte à la diversité, au changement, etc. Mais comme elle est contre, au lieu de dire « je suis contre », elle vient de dire « l'anthropologie » nous enseigne que c'est pas possible. Comme elle disait, les systèmes africains que j'ai étudiés, aucun ne connaît l'homoparenté. Alors, outre que ça a été contesté par d'autres anthropologues qui ont dit elle ne connaît pas tel système africain, mais par ailleurs, même si aucun système africain ne connaît l'homoparenté, je ne vois pas pourquoi les systèmes africains ne connaissent pas non plus le système des retraites, la sécurité sociale, je ne sais pas, beaucoup de choses. Et je ne vois pas pourquoi les sociétés étudiées par l'anthropologue devraient être les modèles pour la société dans laquelle l'anthropologue vit. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses de ces sociétés qu'elle n'aurait pas prises pour modèle pour elle-même et qu'elle n'aurait pas revendiquées comme modèle. La polygamie, l'excision, etc. Est-ce qu'elle a dit, dans les sociétés que j'étudie, il y a la polygamie, donc il faut la polygamie ou la polyandrie en France ou en Europe? C'est des choses étranges. Comment la rationalisation pseudo-intellectuelle, pseudo-théorique d'une position, d'une hostilité personnelle fondée sur un conservatisme profond, comment les disciplines intellectuelles peuvent être mobilisées comme ça. Alors particulièrement, c'est vrai particulièrement pour la psychanalyse et c'est vrai particulièrement des psychanalystes. Mais c'est pour ça que pour moi, il ne faut pas se laisser intimider par les effets d'autorité que des gens qui se prétendent savants exercent à travers l'énonciation de ce qu'ils disent être leur savoir, ils ou elles, d'autant que vous regardez à 10 ans de distance, des gens qui disaient c'est impossible, viennent dire aujourd'hui je suis pour, ça va de soi. Et le pire c'est qu'ils ne sont pas discrédités, ou elles ne sont pas discréditées. On devrait dire, après avoir dit des bêtises pareilles, il ferait mieux de se taire. Non, elles continuent. C'est très étonnant de voir la mobilisation théorique. Et quand vous voyez que les catholiques traditionnalistes de la Manif pour tous disent à peu près la même chose que les psychanalystes sur la nécessité d'avoir un père et une mère pour la bonne structuration psychique de l'enfant, c'est inquiétant, pas pour la Manif pour tous, mais pour les psychanalystes. Je cite, on en parlait en venant, un écrivain que j'aime beaucoup, Marcel Jouandeau. Je sais que c'est J'allais y venir. Un péché irrémissible. Mais j'aime beaucoup Marcel Jouandeau. C'est une conférence que j'avais faite sur Jouandeau. Mes amis, mes proches me disent « Ah non, tu ne vas pas remettre cette conférence sur Jouandeau, dans ton volume, on a marre de Jouandeau. » Parce que dans une morale du minoritaire, il y a un commentaire de Jouandeau, parce que je trouve que c'est un auteur très, 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 très puissant. Et je suis frappé parce que Jouandeau était donc catho, bigot, facho, enfin tout pour plaire. Et oui, mais tout ce qui lui arrivait, c'était la faute à Élise. Voilà, il y avait toujours gay, marié, parce qu'il essayait disait-il, de se guérir de son homosexualité en se mariant à une femme. Mais comme ça ne réussissait pas, donc il allait au bordel de garçons. Un personnage horrible. Mais il a fait des livres magnifiques, dont un livre en 1939 qui s'appelle « De l'abjection », qui a été, grâce à moi, d'ailleurs je suis très fier, réédité, qui est un des plus beaux livres qu'on puisse lire sur l'homosexualité au XXe siècle, avec tout le dernier chapitre qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle « Éloge de l'injure », où il montre comment l'injure, il dit l'injure, au début on croit que c'est un nom qu'on vous attribue comme ça, puis on s'aperçoit que c'est une marque au fer rouge, PD, c'est une marque au fer rouge qu'on vous a gravé, l'habit que vous portez qui devient vous-même. Et donc le caractère constitutif de l'injure, c'est-à-dire de l'hostilité sociale. Donc ce livre de l'abjection est un très 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 beau livre qui m'a beaucoup servi, beaucoup inspiré. Mais dans les années 50, je passe sur la parenthèse de la guerre, puisque il était antisémite, collabo, facho. Bon, c'est pas un auteur très recommandable politiquement. Mais justement, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment cet auteur-là
écrit, par exemple, dans les années, un livre en 55, il a 60 ans, il rencontre un garçon de 20 ans, avec qui il a une grande histoire d'amour, qui dure, je ne sais pas exactement combien de temps, mais alors évidemment, comme il est écrivain, cette grande histoire d'amour devient un gros volume qui s'appelle Du pur amour, et il raconte tout ça. Alors, il est marié à sa femme, il a une histoire d'amour avec ce garçon de 20 ans, il en a 60, ce garçon a 20 ans. Pendant qu'il a cette histoire d'amour avec ce garçon de 20 ans, il adopte avec sa femme une petite fille qu'ils élèvent ensemble, et il dit, moi j'ai besoin de la stabilité du mariage, je ne vais pas du tout quitter ma femme, et j'ai besoin de la stabilité de mes relations, un peu de désordre et tout ça. Pendant ce temps-là, ce garçon dont il est amoureux qui a 20 ans, qui n'est pas homosexuel, se marie avec une femme. Et d'un seul coup, vous vous dites, qu'est-ce que les lacaniens vont faire d'une histoire pareille? Vous voyez, c'est compliqué. Il faut rétablir l'ordre. Oui, alors, rétablir l'ordre là-dedans. Et dans ce texte-là, je m'étonne qu'un auteur catholique, traditionnaliste, réactionnaire, de droite, enfin d'extrême droite, mais soit plus progressiste dans ses écrits en 1955 qu'un lacanien des années 90 ou des années 2000, ce qui est quand même un problème, puisque les lacaniens ont toujours prétendu incarner la modernité théorique. Or, ils ne l'incarnent pas. Et Jouandeau, d'une certaine manière, 40 ou 50 ans avant, écrit des choses beaucoup plus radicales, subversives, en tout cas beaucoup plus réalistes que qu'est-ce que c'est qu'un couple, qu'est-ce que c'est qu'une famille, qu'est-ce que c'est que l'amour. Dans ce volume, il y a un texte qui s'appelle « Comment on s'arrange ». Justement, c'est ce texte-là. Comment on s'arrange? On s'arrange comme on veut, ou plutôt comme on peut, de nos désirs, de nos affections, de notre sexualité, de nos sentiments, du droit. Parce qu'évidemment, si vous n'avez pas le droit de vous marier avec quelqu'un du même sexe que vous, ce qui était le cas jusqu'à il y a quelques années en France, ces structures-là s'imposent à vous. Il se marie avec une femme, il a une grande histoire d'amour avec un homme qui lui-même se marie avec une femme. Les deux qui ne peuvent pas se marier, c'est Jouandeau et son amant. Donc il y a deux mariages et une relation d'amour entre deux personnes qui ne peuvent pas se marier, entre ces deux mariages. Ce qui fait ici une inégalité juridique profonde. Et si les psychanalystes viennent dire deux hommes ne peuvent pas se marier, deux hommes ne peuvent pas adopter des enfants, les homosexuels ne peuvent pas se marier, ne peuvent pas adopter d'enfants. Ben, si Jouandeau il était marié avec sa femme, il adoptait un enfant avec sa femme, donc les homosexuels peuvent. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est ce qu'ils ne pouvaient pas faire, c'est avec quelqu'un du même sexe. Donc ici, il y a toute une structure idéologique liée à la défense d'un ordre social. Moi, je suis frappé de voir que des intellectuels dont le métier, l'exigence intellectuelle, l'exigence politique, éthique, même, c'est de voir que le futur, il est dans le présent. Le présent contient ce qui est en train d'advenir. Le maire de San Francisco, il avait marié 2000 couples de même sexe. Il avait dit une chose comme ça, c'est le futur et c'est déjà maintenant. Puisque c'était illégal à l'époque. D'ailleurs, ils ont été annulés par la Cour suprême avant d'être... Enfin, c'est une histoire compliquée aux États-Unis. Mais c'est demain et c'est déjà aujourd'hui, en fait. Notre présent contient des possibilités qu'on entend dans les revendications, dans les mouvements. Et au lieu de dire « c'est impossible », il me semble que le rôle des intellectuels, c'est de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se transforme, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les droits nouveaux que les individus, les couples, les familles peuvent conquérir. Si on se dit ça, on est nécessairement amené à combattre la psychanalyse, puisque la psychanalyse est toujours du côté de la conservation de l'ordre et de l'interdiction, toujours à dire ça n'est pas possible. Dans les commissions parlementaires où j'estime qu'ils n'ont rien à faire et où je ne comprends pas pourquoi on les invite, quand ils et elles y vont, c'est toujours pour dire non. Leur réponse est toujours non. Justement, vous appelez aussi à travers ces textes, je dirais, d'une part, il y a une attention accrue à ce qu'on pourrait appeler les nouvelles pratiques de soi. Vous invitez, comme on dit, à repenser l'assujettissement et à décoloniser l'esprit. Et à ce propos, là aussi, vous faites référence, notamment dans ce cadre-là, à Frantz Fanon, qui apparaît comme quelqu'un de très important aussi dans cette démarche que vous convoquez par rapport à
à la norme, à la psychanalyse et à tout ce qu'elle corsette, si je puis dire, dans cet univers. Est-ce que là aussi, vous pourriez un peu préciser l'importance de Fanon dans cette démarche? Frantz Fanon n'est pas seulement le grand théoricien du colonialisme, enfin les grands militants de l'anticolonialisme, c'était aussi un psychiatre. Et il était psychiatre en Algérie dans la situation de violence coloniale, et sa psychiatrie est une psychiatrie qui consiste à voir les effets. C'est pas une psychiatrie au sens de la psychanalyse, c'est pas le père, la mère. C'est qu'est-ce que c'est que souffrir dans une situation de violence coloniale. Et par conséquent, ici, c'est l'histoire, la politique, le psychisme des individus qui souffrent et dont il s'occupe en tant que psychiatre. C'est un psychisme entièrement fabriqué, produit par la violence coloniale, militaire, culturelle, sociale, ou la violence tout court. Le colonialisme, c'est une violence, notamment quand il y a l'insurrection algérienne. Évidemment, les gens sont torturés. Ici, quand vous vous occupez de gens qui sont torturés, en tant que psychiatre, ou des gens qui sont des combattants, évidemment, l'approche que vous pouvez avoir, vous ne pouvez pas faire autrement, ça s'impose à vous, c'est de considérer que ce dont souffrent les individus dont vous vous occupez, c'est justement de cette violence, de cette situation de violence. Et donc, ça m'intéressait beaucoup parce que, outre que je m'intéresse à Fanon comme théoricien de l'anticolonialisme, sa psychiatrie, sa démarche, c'était de penser comment décoloniser l'esprit, la culture. Et j'étais frappé de voir que son premier grand livre, Peau noire, masque blanc, a été publié en 1952, qui était écrit comme une thèse à l'université de Lyon, refusée comme thèse par l'université de Lyon, parce que comme nous le savons tous, et les choses n'ont pas changé, l'université ne s'ouvre pas beaucoup aux innovations, il n'y a pas que les psychanalystes qui ne s'ouvrent pas aux innovations, il y a aussi des institutions universitaires dans toutes les disciplines. J'étais frappé de voir que sa référence se réfère à Sartre, à ce qu'il appelle la psychiatrie existentielle, la psychanalyse existentielle. Sa grande référence, c'est Sartre. Or, au même moment, Foucault publie son premier grand texte, qui est la préface au livre de Binswanger, Le rêve et l'existence. Binswanger, qui est grand psychiatre, qui a fondé, on peut dire, la psychiatrie existentielle. Et j'étais frappé, c'était pour une conférence en Angleterre, je voulais parler de Fanon. En relisant Fanon, je me suis dit, mais c'est quasiment mot à mot des phrases qu'on retrouve chez Foucault au même moment. Donc j'ai comparé les deux textes, ce premier livre de Fanon et ce premier texte de Foucault qui est écrit en 1953, donc un an plus tard, et le même intérêt pour la psychiatrie existentielle, c'est-à-dire une approche du psychisme, de la maladie mentale, de la folie, comme ancrée dans l'existence, le rapport au monde, l'être au monde, et non plus du tout des structures psychanalytiques, l'interprétation psychanalytique. Et dans les deux cas, il s'agit de permettre aux individus de se défaire des structures oppressives, assujettissantes, d'où l'idée que dans les deux cas, il s'agit de produire une décolonisation de l'esprit. Alors évidemment, je ne compare pas l'œuvre de Foucault à celle de Fanon, elle est plus importante à mes yeux que celle de Fanon, et je ne compare pas non plus les situations, libérer les individus des normes sexuelles comme a voulu le faire Foucault, c'est très, très bien, très important, c'est pas moi qui vais dire le contraire, c'est pas la même chose que de travailler en situation de violence coloniale comme l'a fait Fanon, où les enjeux étaient plus durs, plus vitaux pour les gens dont il s'occupait. Donc, mutatis mutandis, si je puis dire, les deux approches m'ont semblé très similaires. Et donc, il m'a semblé que dans les deux cas, il s'agissait de contourner la psychanalyse. C'est des écrits sur la psychanalyse. Dans ces deux cas, Fanon et Foucault, j'aurais pu citer d'autres exemples, d'ailleurs dans le livre j'en cite d'autres. Dans ces deux cas, il s'agit de produire une sorte de désassujettissement. Comment l'esprit est produit par les structures, par la violence du monde, on peut dire, la violence du monde social, comment ce que nous sommes est produit par la violence du monde social, comment nous incorporons
cette violence du monde social, les normes, les sans creux. Quand Simone de Beauvoir dit on ne naît pas femme, on le devient, c'est une très très belle phrase. J'aurais tendance à inverser la phrase, c'est on est femme, puisque quand vous arrivez au monde, on vous dit que vous êtes une femme ou que vous êtes un homme, et on vous donne des jouets en fonction de si vous êtes un garçon ou une fille, on vous habille d'une manière ou d'une autre. Donc, on est femme comme on est homme, et il est très difficile de déjouer, d'échapper à ces normes de la polarité sexuelle. Je comprends bien ce que voulait dire Beauvoir, que justement, c'est pas un fait biologique, c'est les normes sociales, mais dans ce qu'on peut retourner tout à fait, ce que moi j'ai appelé les verdicts sociaux. Quand vous arrivez au monde, des verdicts s'emparent de vous et vous font être ce que vous êtes, suivant que vous êtes blanc ou noir, suivant que vous êtes homme ou femme, suivant que vous êtes gay ou lesbienne ou hétérosexuel, tout un ensemble de verdicts qui s'abattent sur vous et qui vous définissent comme ça pour la vie. Et échapper à ces verdicts est très 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 difficile. Faire appel de ces verdicts est très très difficile. De dire je ne corresponds pas. Les exclus de l'ordre sexuel. Les exclus de l'ordre social, sexuel, racial. Si vous êtes... Je viens de lire le livre qui va sortir demain ou après-demain, je crois, de Geoffroy de la Gannerie et Assa Traoré, qui s'appelle Le combat à Adama, qui est un livre impressionnant. Adama Traoré, un jeune garçon noir de banlieue qui est mort dans une gendarmerie, asphyxié sous le poids de 3 gendarmes avec cette technique d'immobilisation où 3 gendarmes s'asseyent sur un corps de garçon en général. Et il est mort asphyxié. Bon, la première expertise a dit que c'est parce qu'il avait couru pour échapper à l'interpellation. Il a couru 400 mètres en 18 minutes. Un garçon de cet âge-là peut courir 400 mètres en 18 minutes sans s'asphyxier. Donc les expertises ultérieures ont montré qu'il était mort asphyxié, tout simplement sous le poids de 3 gendarmes. Ce qui peut sembler une anecdote, et d'un seul coup, vous vous dites, ben voilà, si vous êtes un garçon noir de banlieue, si vous êtes au même âge un garçon blanc dans le centre d'une grande ville, on vous contrôle, ok. Vous êtes en train de vous bagarrer, la police intervient et dit « Calmez-vous, rentrez chez vous ». Si vous êtes 2 garçons noirs, vous embarque, vous met en garde à vue, vous met les menottes, s'assied sur vous si vous résistez. Alors soit c'est, comment ça s'appelle, rébellion, et vous faites de la prison pour outrage et rébellion. Et donc vous faites de la prison pour ça parce que vous avez, quand un policier vous arrête, vous lui dites fous-moi la paix, rébellion. Et il y a une sorte de contrôle permanent des quartiers populaires autour des grandes villes françaises par une sorte de quadrillage policier où les garçons, à partir de 10 ans, sont contrôlés 5, 6, 10, 12 fois par jour sans aucune raison. Donc il y a des populations qui sont non seulement contrôlables à l'infini, mais contrôlées en permanence par un ordre policier qui leur rappelle qu'ils doivent se soumettre, que sinon ils vont en prison. Ça pose une question, c'est à partir d'un contrôle policier, d'une interpellation qui a dégénéré et le garçon est mort, c'est tout l'ordre social qui est interrogé, pas seulement le rôle de la police, mais le rôle du parquet, qui en général soutient toujours la police. Quand il y a rébellion, on peut dire un garçon on a marre de se faire contrôler, il dit au policier arrête de m'emmerder, rébellion, et le parquet sera toujours du côté de la police dans ces cas-là. Donc c'est un axe police-parquet qui n'est pas seulement l'ordre policier, l'ordre judiciaire, c'est toute la structure sociale, c'est les quartiers populaires et les villes, c'est les blancs et les noirs, c'est les citoyens et les immigrés ou issus de l'immigration, etc. D'un seul coup, ça permet d'interroger le droit et, comme ils le disent dans leur livre, au fond, ce que nous voyons aujourd'hui à partir de ces exemples-là, c'est que l'ordre démocratique, la société démocratique, en fait, c'est qu'on est passé du souverain, de l'ordre souverain, à un ordre policier où la police décide qui est contrôlé, qui est interpellé, qui est mis en prison. Et donc, vous êtes soumis à cet ordre. Et donc, la société démocratique, c'est le pouvoir donné à la police de vous contrôler. Les décisions sont quasiment toujours ratifiées par la justice. Vraiment, lisez ça, c'est impressionnant d'une grande, je trouve, rénovation du questionnement politique et de la théorie politique. C'est un livre à 2 voix. Ça m'a beaucoup troublé parce que on se dit, mais oui, c'est pas des contrôles policiers, c'est un ordre social qui fonctionne sur le fait qu'il y a une police qui décide de la place qu'elle vous accorde ou ne vous accorde pas.
pour revenir à votre ouvrage, il y a 2 personnes aussi dont j'aimerais que vous nous parliez un peu, avant de laisser la parole. Il faut laisser la parole un peu. À l'assistance, c'est Jacques Derrida et Monique Wittig. 2 personnages très différents. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que je pose la question. Jacques Derrida est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, apprécié comme personne. Et je lis ses livres toujours avec beaucoup de bonheur. C'est toujours plein d'idées, de réflexions. Mais oui. Mais il y a dans son œuvre une présence prégnante de la psychanalyse que je ne m'explique pas, parce que lui qui déconstruit tout, et tout en déconstruisant la psychanalyse, n'arrive jamais à se défaire de la psychanalyse. Il y a un très beau texte sur Lacan, justement, qui s'appelle « Pour l'amour de Lacan », où il dit aujourd'hui, on voit bien, nous sommes dans un moment de révolution conservatrice, un moment conservateur, où tout ce qui a compté dans les années 60, l'effervescence intellectuelle, théorique, la modernité, tous les questionnements nouveaux sont mis sous le boisseau, interdits par ce moment conformiste. Et il dit, un des signes de ça, c'est l'effacement du nom de Lacan. Il dit ça en 94-95. On a vu grand retour du nom de Lacan quelques années après ce texte où il écrit ça, où il déclare ça, qui est le grand retour du nom de Lacan dans le débat, justement sur les couples de même sexe, du côté de l'ordre conservateur et du conservatisme. Et donc, je m'interroge sur le fait que, quand il dit que le symptôme du moment conservateur, c'est l'effacement du nom de Lacan, mais pourquoi est-ce qu'il considère que Lacan fait partie du moment subversif des années 60, alors qu'on pourrait très très bien penser le contraire? Il dit d'ailleurs, tous les gens qui ont compté dans cette modernité théorique sont passés par une explication avec l'œuvre de Lacan, ce qui est vrai. Deleuze, Foucault, Barthes, on pourrait même dire Wittig, etc. Pardon ? Guattari, Althusser, tous les gens qui ont participé de cette invention théorique, cette ébullition théorique des années 60-70, sont passés par une explication avec Lacan. Ce qu'il oublie de dire, c'est qu'après 68, tous ont dit qu'il fallait se débarrasser du lacanisme. Et donc, si vous avez les textes des années 60 de Deleuze, de Foucault, où on se réfère parfois à Lacan, après 68, ils ont tous mis à distance Lacan, et souvent de manière très très dure. Gilles Deleuze, par exemple, et Guattari, bien sûr, Foucault, Barthes, etc. Donc, il me semble qu'ici, Derrida, encore une fois, j'ai une grande admiration pour Derrida, c'est une discussion de son texte. Derrida, qui dans ce texte-là défait complètement la psychanalyse, puisqu'il donne une très belle définition de la psychanalyse. Il dit, la psychanalyse a pour fonction de trouver une solution à un problème. Vous allez voir un psychanalyste et il va apporter une solution au problème que vous avez. Mais ça ne marche pas parce qu'il y a toujours une résistance à la solution qu'apporte le psychanalyste. Et il dit la psychanalyse se définit par la résistance à l'analyse. Et donc, on peut définir la psychanalyse comme ce qui résiste à la résistance à la psychanalyse. La psychanalyse, c'est ce qui essaie de défaire la résistance, donc qui résiste aux résistances à ces solutions. La question que je pose, c'est pourquoi il se situe du côté du psychanalyste dans cette opposition, s'il dit qu'il y a toujours résistance à la psychanalyse, et que c'est même ça qui est constitutif de la psychanalyse, que c'est ce qu'il a défini, l'ensemble des résistances qu'elle rencontre et à laquelle elle doit résister, pourquoi est-ce qu'il ne se situe pas du côté des résistances à la psychanalyse, et qu'il ne se pose même pas la question, et pour moi un problème, parce qu'on peut dire, pourquoi est-ce qu'il pense spontanément que le psychanalyste a raison, que ce qu'il dit de la personne qui vient le voir et de sa résistance serait la vérité, quand on peut penser qu'au contraire, la résistance à la psychanalyse est tout à fait fondée si on se réfère à une certaine normalité, normativité, violence normative du discours psychanalytique. Donc le questionnement, c'est s'il y a résistance à la psychanalyse, et que c'est ça qui définit la psychanalyse, l'ensemble de ce qui lui résiste, pourquoi ne pas se situer du côté de... Pas toujours, pas nécessairement, mais au moins se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des résistances qui sont fondées, justifiées, et qui, on le voit justement en reprenant l'exemple des couples de même sexe,
qui l'ont emporté, les résistances ont gagné contre la psychanalyse. Et donc, c'est un problème ici que Derrida, posant toutes ces questions, oublie de poser la question de quel point de vue il se situe, lui, et donc dans sa polémique avec Foucault dans les années 60, on voit bien que la violence de la réaction de Foucault, qui semblait incompréhensible, c'est que Foucault disait « Moi, j'écris l'histoire de la folie », où je parle de milliers de gens qui ont été internés, et lui vient me dire que je fais une erreur dans l'interprétation des méditations métaphysiques de Descartes. Il réintroduit la parole du maître, etc. On voit bien qu'ici, il y a une résistance de Foucault à ce savoir philosophique de Derrida. Et je dirais que plus généralement, il y a une résistance des dissidents au savoir qui prétend expliquer, interpréter, juger leur vie. Encore une fois, si admirable que puissent être les livres de Derrida et les actions, les engagements de Derrida qui ont toujours été clairs, incontestables, de tous les combats, toutes les pétitions, tout ce qu'il pouvait faire, il l'a fait. Je n'ai rien à lui reprocher là-dessus. Mais il y a des points aveugles de sa démarche que, en tant qu'admirateur de son œuvre et tout en respectant ses écrits, je me dois, puisque après tout il nous a incité à tout déconstruire, je me dois de déconstruire aussi certaines de ses approches et de ses analyses. On évoquera Monique Wittig. Monique. Non. Je dis une phrase sur Monique Wittig, parce que Monique Wittig est quelqu'un que j'ai adoré, vraiment. Et dans son texte célèbre qui s'appelle The Straight Mind, la pensée straight, la pensée, c'est difficile à traduire, la pensée droite et en gros la pensée hétérosexuelle. Dans ce texte-là, elle s'en prend à Lacan et elle dit Lacan trouve dans notre esprit tout un tas de choses et il les trouve parce qu'il les y a mises. Et en fait, cette phrase de Wittig et tous ces textes où elle dit la lesbienne n'est pas une femme, parce que justement, elle échappe au régime politique de la polarité homme-femme. Elle n'entre pas dans ce régime politique, elle fuit. C'est comme l'esclave marron qui s'enfuyait. La lesbienne est une femme qui fuit ce régime politique d'oppression. Donc ici, c'est évidemment ce qu'elle appelle le contrat sexuel qui régit nos vies, est un contrat hétérosexuel qu'elle fuit. Or, ce contrat sexuel qu'elle veut fuir, et forcément, c'est le contrat psychanalytique. C'est le contrat lacanien de la polarité sexuelle, de la différence des sexes comme fondatrice de l'ordre social et de la vie en société. Par conséquent, Monique Wittig est une des critiques les plus radicales de la psychanalyse lacanienne et son héritage me semble s'inscrire dans cette tradition que j'évoquais tout à l'heure. Ce qui rend incompréhensible comment des gens qui sont des amis, qui se réclament de Monique Wittig comme Judith Butler, vous savez tous à quel point je suis proche d'elle, mais je ne comprends pas comment elle peut rester lacanienne en aimant autant Monique Wittig, puisque, comme je lui ai fait souvent remarquer, si elle aime Wittig, elle ne peut pas être lacanienne, puisque c'est vrai que les effets de transposition, la violence du lacanisme n'est pas perçue par les universitaires américains comme elle a pu être perçue par les individus en France qui ont été victimes de ce discours politique, parce qu'évidemment, les psychanalystes lacaniens ne sont pas invités au Congrès américain pour faire les lois. D'ailleurs, peut-être ça serait mieux que ce qui se passe aujourd'hui avec Trump. Mais enfin bon, même ce qui est mauvais pour nous serait peut-être mieux pour eux là-bas. Mais je ne me lance pas dans ces considérations. Merci Didier Eribon d'avoir été avec nous. Merci à vous tous d'être venus nombreux, certes moins nombreux actuellement à l'heure peut-être de l'apéritif
et du repas. Je rappelle que vous pourrez retrouver cette conversation sur les podcasts d'Ombre Blanche. N'hésitez pas donc à les consulter. Vous pouvez les entendre, les réentendre, les réécouter pendant très longtemps. Merci encore Didier Ribon. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et d'ici là, portez-vous bien. Vous venez d'écouter une rencontre avec le sociologue et philosophe Didier Héribon, enregistrée mardi 2 avril 2019 à la librairie Ombre Blanche. L'ouvrage de Didier Héribon, écrit sur la psychanalyse, est paru aux éditions Fayard. Il est aussi l'auteur de Réflexions sur la question gay en 1999, Une morale du minoritaire en 2001, Retour à Reims en 2009, La société comme verdict en 2013 et Principes d'une pensée critique en 2016, tous édités chez Fayard.